Téléspectateurs de la panafricaine de l'économie Business 24, merci de nous recevoir chez vous, où que vous soyez. Nous sommes à Bamako pour recevoir celui qui est à la tête d'une trentaine de sociétés, le PDG de la Société africaine d'études et de réalisations SAR, à l'art de repérer les créneaux porteurs et de reçus dans les affaires, en toute simplicité. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous M. Djadjedi Amadou Sangaré. Il est le tout nouveau président du Conseil national du patronat du Mali. Monsieur Sangaré, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, merci. Avec vous, nous allons parler de votre parcours, mais aussi votre élection à la tête, à la commande, disons, des patrons du Mali. Après une maîtrise en économie et sciences de gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, un BIS en comptabilité au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, puis un MBA en ingénierie comptable et financière et management des sociétés à l'université du Québec à Montréal. Un parcours riche et variant. Vous pouvez ajouter quelque chose que j'ai oublié dans cette présentation? Non, pas du tout. Vous avez bien présenté mon parcours. Effectivement, je suis un opérateur économique malien. Peut-être qu'il y a certaines activités que vous n'avez pas citées, parce que je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle SAER. C'est l'occasion pour vous de nous en parler. Oui, je vais vous en parler, qui s'appelle SAER, le groupe SAER, qui a des activités variées, des mines, à l'agro-industrie, à l'outsourcing, tout ce qu'il y a comme ressources humaines et aux activités, aux finances et aux services. Donc vraiment, on est un groupe intégré. On est groupe panafricain, parce qu'on est présent dans, je crois, 12 pays africains. On est présent au Royaume-Uni, on est présent au Canada. Donc, c'est vraiment un groupe panafricain et qui exporte, si vous voulez, l'expertise africaine. Voilà. D'accord. Vous êtes originaire de Niafouké, précisément dans la région de Tombouctou, c'est ici au Mali, fils d'un infirmier. Vous auriez dû peut-être être un héritier, hein? Oui, bien sûr. Ben, tu sais pourquoi je ne suis pas parti à l'école de médecine? Parce que, en fait, j'ai dormi le soir lorsqu'on faisait l'épreuve de biologie. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas parti à l'école de médecine. Et vous êtes passé aux affaires? Et je suis parti faire économie à l'université de Dakar. Et puis, voilà, je suis rentré dans le business. D'accord. Malgré ces temps d'études et ces diplômes, vous êtes rentré pour la transformation des Mali et avec l'envie de relever les défis. C'est quoi ces défis dans votre secteur? Ben, les défis sont énormes. Les défis sont énormes aujourd'hui dans notre pays. Les défis sont énormes et multidimensionnels. Il y a les défis sécuritaires, les défis de développement, les défis d'éducation. C'est énorme comme défi. Mais nous, on ne va pas affronter tous ces défis. C'est les défis du secteur privé, les défis des entreprises. Parce que nous pensons que les entreprises jouent un rôle important. Parce que les entreprises, c'est la création d'emplois. Les entreprises, c'est la mobilisation des ressources. Les entreprises, ce sont les impôts. Et donc, les défis sont énormes. Et nous travaillons pour que les entreprises soient des entreprises citoyennes et des entreprises qui participent en fait au développement économique et des entreprises qui sont le socle de la croissance économique du pays. Alors, à 61 ans, vous êtes PDG de la société dont vous venez de dire, Société africaine d'études et de réalisations, avec la trentaine d'entreprises que vous avez créées. Selon une information, ces entreprises ont réalisé en 2016 un chiffre d'affaires global d'environ 20 milliards de francs CFA, soit 30,5 millions d'euros. Vous confirmez? Oui, c'était un chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble des sociétés du groupe, que ce soit les sociétés au Mali et les sociétés à l'étranger, parce qu'on a quand même, on est présent dans 12 pays, comme je vous dis, et nos chiffres d'affaires tournent autour de ce montant. Alors, pour récapituler un peu pour ce que vous venez de dire tout à l'heure, en voyant cette trentaine d'entreprises un peu partout, disons en Afrique, mais au Mali, puisque nous sommes, quel a été l'apport que vos entreprises ont quand même apporté pour le Mali? Vous savez,
la SR Emploi existe depuis 1994. C'est la première entreprise à faire de l'outsourcing, c'est-à-dire que c'est la première entreprise à externaliser la fonction ressources humaines. Vraiment, c'est une idée qui permet aux entreprises, en fait, les entreprises de s'occuper de leur cœur de métier et d'externaliser cette activité qui est la gestion des ressources humaines. On a regardé un peu nos statistiques de 1994 à maintenant, et SR Emploi a fait 100 000 contrats de travail. 100 000 contrats de travail. Ça veut dire qu'on a donné du travail à 100 000 personnes en 30 ans, ce qui est très très important. Ça, c'est une des contributions de SR Emploi au Mali. Ensuite, on a créé d'autres sociétés à partir de SR Emploi. On a créé Mali Créance, on a créé des sociétés pour le mining, on a créé beaucoup de sociétés et on participe réellement au développement économique du pays. Parlons toute autre chose, d'autres séances dans cet entretien, c'est l'élection du Conseil national du patronat du Mali qui fait objet d'actualité. Vous avez décidé d'être candidat à l'élection du Conseil national du patronat du Mali face à un autre patron dont vous avez été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le samedi 26 septembre 2020, si je ne me trompe pas. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme candidat à la présidence de cette institution? Non, mais la motivation, c'est d'abord, je pense que je peux apporter quelque chose. Je peux apporter quelque chose à mon pays. Voilà, ça, la motivation fondamentale, c'est que je peux apporter quelque chose au secteur privé malien. Je peux apporter quelque chose, je crois que aujourd'hui le secteur privé malien a besoin d'une refondation, tout comme l'État du Mali. Donc, c'est toutes ces questions de refondation, toutes ces questions de renforcement de nos institutions, de nos fêtières, qui font que je dis, bon, vraiment, je pense que je peux apporter quelque chose. Donc, ça n'allait pas beaucoup trop? Bon, ça va, non, ça, je ne peux pas dire que ça n'allait, vous savez très bien ce qui se passe, ça ne va pas beaucoup trop au Mali aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses fils valeureux. Et je pense que nous ne devons plus être à l'écart. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose doivent venir sur l'arène. C'est vraiment ça ma motivation profonde. C'est que plus jamais un Malien qui peut apporter quelque chose ne se dise que je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés par ce qui arrive au Mali et nous sommes tous concernés par ce que doit être le Mali. Voilà une motivation profonde. Vous optez pour un changement générationnel ou un changement de... C'est des changements de paradigme, c'est des changements de vision, des changements de stratégie. Changement générationnel, c'est autre chose. Il ne s'agit pas de changer de génération, il faut changer de mentalité. Il faut que nous nous mettons au travail. Ça, c'est le plus important. Il n'y a que le travail qui peut libérer le pays. Il n'y a que le travail qui peut libérer les hommes. Vous avez observé durant tous ces temps ces jeunes, puisque vous avez au sein de vos entreprises quand même beaucoup de jeunes, et quand vous voyez comment ces jeunes-là quittent les écoles, qui viennent avec des diplômes, comment ils peuvent être placés, pourtant on dit que le Mali est un terrain vierge, là où il faut aller. Qu'est-ce qui intrigue exactement le problème? Bon, c'est vrai qu'il y a le problème de l'éducation, le problème de la formation, l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Ça, c'est des problèmes qu'il faut pouvoir régler. Mais il n'est pas dit que toute formation doit donner lieu à un emploi. Moi, je pense qu'il faut que nous développions ce qu'on appelle l'auto-emploi. Donc, l'auto-emploi va aussi avec la formation professionnelle. Il faut que nous développons la formation professionnelle. Mais il faut aussi que nous changions nos mentalités. Parce que le plus souvent, nos jeunes, ils ne veulent pas commencer par le début. Les gens, ils veulent aller tout de suite au bout de la chaîne. Il faut que nous acceptions de commencer par le début. C'est important. 60 ans après, vous pensez que c'est le changement dans presque tous les secteurs en Mali?
Bon, le changement s'impose de lui-même. Le changement s'impose de lui-même. Quand tu fais quelque chose pendant 10, 20 ans, si ça ne fonctionne pas, de deux choses l'une. Ou toi, tu ne peux pas, ou ce n'est pas bon. Donc, il faut changer. Parlons toujours de cette élection, une élection qui s'est déroulée dans une ambiance descriptible, si je peux m'exprimer ainsi, d'où le président sortant avait reporté l'élection et même verrouillé le portail du Conseil. Le comité statutaire a malgré tout procédé à l'élection, dont vous êtes sorti vainqueur avec 89 voix contre une seule voix pour le président candidat sortant, M. Koulibaly. Votre élection qui est déjà contestée par le camp de votre adversaire, pouvons-nous dire qu'une crise s'installe au sein du Conseil national du patronat malien? Non, je ne pense pas. Vous savez, nous sommes tous des patrons. Quand vous parlez de patrons, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise qui va s'installer. Non, les patrons sont suffisamment responsables pour éviter une crise. Il n'y a pas de crise. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur et nous sommes quand même des personnes responsables. Ce qui s'est passé dans les règles de l'art et conformément au texte statut qui nous régit. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut créer une crise. Non. Puisque vous êtes le nouveau président, fraîchement élu, qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous, les projets? Les projets, bon, d'abord, le CNPM ne fait pas de projet. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le climat des affaires puisse permettre à chaque Malien qui le souhaite, de pouvoir développer son projet. C'est ça. Et ça, nous allons le faire. Nous allons faire aussi en sorte que le secteur privé malien soit rassemblé, que le secteur privé malien soit renforcé et que le secteur privé malien se modernise. Il se modernise par le changement, par la modernisation de nos business models. Parce qu'aujourd'hui, tous nos business models sont vieillissants et la technologie aidant, je pense que le CNPM peut être vraiment la fêtière qui va mettre en place tout l'arsenal qui permet aux opérateurs économiques maliens d'anticiper sur l'avenir. Parce qu'on est quand même dans une zone monétaire, une zone intégrée, et il ne faudrait pas que nous soyons en reste du développement de cette zone-là. Le début de votre mandat commence dans un contexte peu tendu pour le pays, avec une crise multidimensionnelle et même sanctionnée par un coup d'État qui impacte presque tout le secteur. Comment voyez-vous les choses? Peut-on être optimiste? Moi, je suis toujours optimiste pour le Mali. Parce que ce n'est pas la première fois que le Mali traverse des crises. Et toutes ces crises-là, on les a traversées par notre résilience. Je pense que les Maliens, ils sont au travail. Il suffit que nous ayons des leadership qui nous montrent le bon exemple et qui nous font travailler. Et vous allez voir, les choses vont changer. Vous êtes bien connu dans le monde des affaires, hein, comme vous l'avez tout à l'heure dit, partout presque en Afrique, en Europe, j'en pense, avec un carnet d'adresses bien garni, n'est-ce pas? Jusqu'où comptez-vous aller avec le Conseil national du patronat du Mali? Mais moi, je vais être un patron au service des autres patrons. Je vais être un patron au service du secteur privé. Vous savez, donc ce carnet d'adresses, ces relations, je vais le mettre à la disposition du secteur privé. Et je vais vous dire, mes premières actions, c'est tout de suite d'engager le plaidoyer avec les autres patronats de la sous-région. Parce que je pense que cet échange a manqué. Si réellement on avait eu on a entretenu cette relation avec les autres patronats, on allait moins sentir ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que les autres patrons pouvaient intervenir auprès de leur chef d'État pour leur dire, bon, écoutez, nous avons des affaires au Mali. Effectivement, si vous voyez le Mali aujourd'hui, nous sommes le premier client de la Côte d'Ivoire, le premier client du Sénégal. Donc, si le Mali est dans des situations d'embargo, les premières victimes aussi, ces pays aussi sont victimes de ce qui se passe au Mali. Voyez. Donc, si réellement il y avait un cadre de concertation de ces patronats régionaux, je vais dire pas régionaux, mais sous-régionaux, je crois que beaucoup de choses allaient pouvoir être évitées.
D'accord. Monsieur le Président, si vous êtes cité comme un modèle de réussite, c'est là suite à votre expérience, votre créativité. Est-ce que vous faites dans le domaine de l'entrepreneuriat? Que pouvez-vous dire à la jeunesse africaine, particulièrement malienne? Bon, la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse malienne, je vais toujours me répéter sur trois axes que je dis toujours quand je rencontre la presse et quand on me pose ce genre de questions. C'est-à-dire il faut que la jeunesse malienne, pour entreprendre en Afrique de façon globale, pour entreprendre, le premier défi, c'est la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et se dire que tout est possible, que rien n'est impossible. Si vous avez confiance en soi, vous réglez 80% des problèmes de l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, il faut bien choisir son modèle économique. Quel est ton modèle économique? Est-ce que ce modèle économique fonctionne? Est-ce qu'il permet de faire du chiffre d'affaires? Parce que le business, c'est le chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne fais pas de business. Et troisièmement, il faut être persévérant. C'est-à-dire accepter que ce n'est pas d'un coup que tu vas aller au bout de ce que tu veux faire. Il faut être persévérant, accepter de commencer par le début. Prendre des escaliers, voir les difficultés, les gérer, les surmonter. Et voilà les trois axes que je pense, que je dis toujours aux jeunes entrepreneurs maliens ou aux jeunes entrepreneurs africains. Le transport, le commerce, on les a dans le sang. Nous voulons être les meilleurs, adaptons-nous. Vous avez l'habitude de dire ça? Oui, j'ai l'habitude de le dire. Parce que vous savez, le Mali, c'est cette frontière. Le Mali, c'est cette frontière. Lorsque vers les années 1960-65, les transporteurs de la sous-région étaient tous des Maliens. Vous n'avez pas de transporteurs ni au Sénégal ni en Côte d'Ivoire. Donc les Maliens, c'est vraiment ça dans leur sang. Les plus grands commerçants, c'est les Maliens. Les premiers commerçants allés en Asie, c'est les Maliens. Donc c'est pour ça que je dis toujours, nous avons ça dans le sang. Nous avons ça dans le sang. Donc c'est vraiment quelque chose que je dis toujours et je continue à dire parce que je suis convaincu de cela. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Diadie Di Amadou Sankaré, le tout nouveau président du Conseil national du patronat du Mali. Avec lui, nous avons parlé de son parcours, son élection à la tête du patronat malien, sa vision et ses projets. Merci à vous, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique de Creative Mali qui a assuré la réalisation de cet entretien dont j'ai eu le grand plaisir de vous présenter. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est le créer. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Business 24 pour d'autres entretiens.